Donc je veux d'abord vous dire bienvenue à cette 5e fête de l'espoir. Ça fait 5 ans maintenant, donc ça fait donc quand même quelques années qu'on arrive à se retrouver et avoir un moment un peu différent où des idées qui n'ont pas forcément droit de citer peuvent s'échanger, puis un moment de fraternité. Dans notre secteur, à Chelles, bien sûr, puisque on est sur la rive nord de la Marne, mais à Champs, de l'autre côté aussi. Donc je veux remercier évidemment tous les camarades et les amis qui se sont impliqués pour rendre l'événement possible. Parce que ça demande de l'organisation, la vie politique c'est aussi ça, et donc je les remercierai pas tous, mais en particulier Pascal Barras, évidemment Carmen, et puis Eric, et puis Gilles, et puis évidemment tous les autres, Marie-Claude, tous les copains qui se sont investis Denis Brun, qui se sont investis dans la préparation de cet événement. Donc on a une journée chargée, alors pour ça je vais essayer d'aller à l'essentiel. On a un premier temps de débat. Au début on avait prévu 3 temps, et finalement ça sera 2. Nous avons un premier temps de débat sur la question des présidentielles et des législatives, et je vais introduire le débat tout de suite. Ensuite on pourra déjeuner tranquillement. On a une superbe paella qui est concoctée par Carmen qui nous attend. Et puis tout à l'heure on aura la chance d'accueillir Bernard Friot, qui est un sociologue et qui va nous parler du fait qu'une autre loi travail est possible. Donc quelques mots pour essayer d'introduire ce débat. Mais voilà, après donc assez vite, l'idée c'est que le micro circule et que chacun puisse prendre la parole. Alors on vit dans une situation, la situation politique elle est évidemment pleine de contradictions. La gauche, est-ce que je peux avoir votre attention ? Je l'ai ou pas? Bon, alors on a bas. La gauche est en miettes. La gauche, le gouvernement socialiste mène une politique à mains égards pire que celle de ses prédécesseurs. Pire sur son contenu, et pire parce qu'elle est menée au nom de la gauche, de ses valeurs, du progressisme. Cette gauche, proclamée de gouvernement, a ajouté du malheur au monde, non seulement en menant une politique archaïque et antisociale, mais aussi parce qu'elle l'a fait en notre nom à tous, au nom de nos valeurs, au nom de ceux qui ont arraché dans le passé, y compris des socialistes d'ailleurs, et nombreux, des conquêtes sociales, et qui ont contribué à ce que les mots de liberté, d'égalité et de fraternité prennent corps. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, disait Albert Camus. Et le fait est qu'il y a beaucoup de fausses monnaies, de mots abusifs qui ont été distribués dans le paysage public pour justifier l'injustifiable. Le traité européen, le CICE, l'ANI, le pacte de stabilité, l'état d'urgence, la déchéance de nationalité, et maintenant la loi travail, qui est probablement plutôt une loi du capital. Et tout ça au nom du socialisme. Le résultat, nous le voyons, la colère inouïe s'est répandue dans le pays. Elle se manifeste par un rejet massif de la politique et de la gauche. Le sentiment de trahison est immense. Il a conduit scrutin après scrutin à une abstention massive, notamment de l'électorat populaire, et alimenté un vote Front National devenu central, en raison notamment de l'abstention. La droite a reconquis de nombreuses positions électives, pas tant parce qu'elle serait perçue comme une réelle alternative, mais par défaut. Dans les collectivités qu'elle a reconquis, par exemple à Chelles, mais aussi en Seine-et-Marne ou en Île-de-France, elle a engagé des politiques de régression, coupant dans les budgets sociaux et culturels, réduisant l'action publique et au fond menant avec enthousiasme cette politique qui nous invite à réduire toujours la dépense publique. Cette droite, elle est en situation de reprendre les rênes du pays en 2017. Poussée vers sa droite, vers le PS, droitisée, et par la concurrence farouche avec l'extrême droite. Si cette droite, et je veux le dire parce qu'il ne faut pas non plus qu'on le perde de vue, si cette droite
devait conquérir le pouvoir, ce serait pour mener une politique pire encore que celle qui est menée par l'actuel gouvernement. Par exemple, 100 milliards de nouvelles coupes de dépenses publiques sont promises par tous les candidats de la primaire à la droite. Un nouveau cataclysme pour les pays et de nouvelles régressions. Alors voyons aussi que ces phénomènes qui s'observent en France se rencontrent dans d'autres pays occidentaux. Les partis et les discours de type pensée unique, tenant peu ou prou le même discours libéral au fond, sont affaiblis. À côté émergent d'autres figures. Pour certaines, elles sont populistes, réactionnaires et économiquement d'ailleurs libérales. C'est le UKIP au Royaume-Uni, c'est Trump aux USA, c'est les extrêmes droites dans les pays de l'Est ou dans les pays de l'Europe du Nord. Et puis c'est le Front National en France. Mais on voit aussi progresser des mouvements différents. Podemos et maintenant Unido Podemos. Je ne suis pas... voilà, mais le Pueblo Unido. Et il y a un vote aujourd'hui, évidemment, on en parlera probablement, très important qui se déroule en Espagne aujourd'hui. Et puis il y a eu Syriza, bien sûr, des phénomènes comme Bernie Sanders, c'est pas rien, dans la première puissance économique mondiale et le cœur du capitalisme mondialisé. Jeremy Corbyn en Angleterre. Donc il y a un chemin qui se cherche aussi dans les mouvements sociaux d'ailleurs, et qui gagne en ampleur et change de forme. Il y a eu les indignés, il y a eu Nuit debout, bon, il y a des choses qui se cherchent. Et dans cette situation, évidemment, la question qui nous est posée, c'est comment répondre politiquement, comment déjouer le scénario. Puisque je l'ai dit, la droite probablement se situe aux portes du pouvoir. D'abord, puisque tout à l'heure j'ai cité Camus, il faut nommer les choses convenablement. Camus écrivait « La logique du révolté est de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. » Il faut donc assumer et tirer toutes les conséquences du fait que ce gouvernement est devenu un adversaire, malheureusement soutenu activement par le Parti socialiste, même si on y entend d'ailleurs, quand même, des voix discordantes. Mais ces voix discordantes ont fait le choix, récemment, de se rallier à un dispositif de primaire. Primaire dont l'objet n'est pas d'empêcher la droite de revenir, mais de régler, c'est mon avis en tout cas, des questions d'appareil interne au Parti socialiste. Il n'est en effet nullement envisageable pour le PS de l'emporter lors de l'élection présidentielle, avec Hollande ou sans lui. Une telle hypothèse, dans les conditions actuelles de discrédit total du gouvernement Hollande-Valls, du côté de l'électorat populaire, n'a en effet aucune chance de se matérialiser sous la forme d'une victoire électorale. Il ne s'agit en vérité pour les diverses fractions qui se déchirent de ce côté-là de l'échiquier politique que de préparer pour l'avenir des 10 ans à suivre, à prendre le contrôle des restes du Parti socialiste et de récupérer quelques dizaines de députés, de gérer encore un groupe au Sénat, des élus, et puis de replacer aussi d'ailleurs un certain nombre de personnels politiques. J'ai appris que notre circonscription était dévolue, en tout cas que certains ministres ou secrétaires d'État actuels, je crois Juliette Médel notamment, ont prévu d'atterrir ici parce que ce serait une circonscription favorable à la gauche. On voit bien que donc on est très très loin des enjeux politiques qui nous sont posés quand on est dans cette réponse-là. Alors tout ça ne nous intéresse évidemment pas. Ce qui nous intéresse, c'est de créer un rassemblement face à la menace de la droite et de l'extrême droite. Pour réussir ce rassemblement, de la politique de gauche, de contestation sociale et de progrès. Aïe aïe aïe, je sens qu'il y a de la contestation là qui gronde là. Donc, les nouveaux chiens de garde. Le plus important, donc je disais, est de réussir le rassemblement politique de la gauche, de contestation sociale et de progrès. Purger des visions technocratiques faussement progressistes qui l'embrument encore, qui, j'allais dire, qui l'enfument même. Donc, sans le Parti socialiste en tant qu'organisation, ce qui ne veut pas dire bien sûr sans des socialistes ou sans des Verts. Que nous faut-il donc alors? Le plus important et le plus difficile, la concrétisation de l'élan populaire, sans lequel rien de solide ne peut se profiler. Celui-ci avait commencé à s'esquisser avec le Front de gauche, dont le PCF avait été à l'origine en 2009, avec des résultats électoraux appréciables, notamment à la présidentielle de 2012. Il est devenu, ce Front de gauche, un repère politique. Mais force est de constater que cette dynamite est pour l'instant à l'arrêt. C'est une réalité, et je pense que ça nous heurte tous ici.
Les deux principales forces inspiratrices de celui-ci, Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste français, ayant manifesté des divergences de vues, notamment stratégiques, qui se sont révélées de plus en plus grandes, jusqu'à l'actuelle situation où Jean-Luc Mélenchon a décidé d'entrer en campagne sous la bannière des Insoumis, tandis que le PCF s'est donné un autre calendrier, engageant une grande consultation citoyenne pour travailler les contenus avec la population avant de désigner son candidat. Je veux dire d'ailleurs qu'ici, il y a la possibilité de remplir le questionnaire de cette consultation citoyenne. Dans ces conditions, et je vais finir, nous avons un parti socialiste qui est aux abois, mais en tout cas en grande difficulté, et occupé par la préparation de la suite, j'allais dire. On a une droite à l'affût et qui est aux portes du pouvoir. On a une extrême droite très haute et qui est inspiratrice de toute une rhétorique identitaire qui va envahir tous les programmes et même, on le voit, qui envahit même ceux du Parti socialiste. Le front de gauche est pour l'instant à l'arrêt, je l'ai dit, certains ont dit au congélateur. Donc la situation n'est pas brillante, mais elle est tout sauf figée. J'ai indiqué à l'instant la disponibilité des citoyens de notre continent pour d'autres voies. On verra ce soir, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles d'Espagne. Personne ne se réjouit non plus du Brexit, mais c'est aussi un geste de rébellion qu'il faut mesurer. Il y a donc une disponibilité pour le pire, mais il y a peut-être une disponibilité pour le meilleur. Et c'est à ça qu'il faut que probablement nous soyons attentifs. C'est d'autant plus urgent que les enjeux auxquels nous faisons face, l'humanité, sont considérables. Et pour finir, moi justement, moi j'en vois trois. Et ça fait partie des choses. Mais trois qui, à mon avis, ne peuvent pas être beaucoup différés en termes de contenu. Je pense que 2017, nous n'aurons pas 15 fois dans l'histoire de l'humanité l'occasion d'essayer de répondre aux défis majeurs qui sont devant nous. Et la France est la 5e puissance mondiale. Si les choses changent en France, elles peuvent changer en Europe. Et si les choses changent en Europe, elles peuvent changer dans le monde. Je donne 3 exemples. Nous sommes à la veille probablement d'une nouvelle crise financière majeure. Le système va s'effondrer à nouveau, tous les économistes le savent. La question qui nous est posée à nous, progressistes, nous communistes, nous front de gauche, nous socialistes, nous gens de progrès, c'est de savoir si nous allons remettre 3 000 milliards d'euros ou plus d'ailleurs pour renflouer les banques, pour venir sauver ce système financier, ou est-ce que nous allons profiter de cette occasion pour essayer, et à quelles conditions, il faut y réfléchir, mais essayer de mettre en œuvre une autre macroéconomie, un autre mode de fonctionnement. Tout à l'heure, cet après-midi, on va parler du salaire à vie avec Bernard Friot. Bon. Donc il y a des changements majeurs qui peuvent être à l'ordre du jour. La question de cette crise financière en pose un. La deuxième question, par exemple, là, on le voit là, malgré le succès relatif de la conférence de Rio, parce que tous les pays étaient là, mais en même temps, il n'y a pas d'engagement concret. Et même le peu d'engagements non contraignants qui sont pris nous conduisent déjà à la catastrophe. On voit bien qu'il y a besoin d'une réorientation, d'un virage qui est d'autant plus serré en termes de transition écologique que nous avons tardé à le mener. Qui va pouvoir le faire? Je pense que ça, c'est une question qui est majeure. Et on voit bien que dans le ronron politique des programmes des uns et des autres, ces changements majeurs qui sont nécessaires ne sont pas à l'ordre du jour. Troisième question, toujours selon moi, qui est question décisive, qui est la question de la maîtrise des citoyennes des technologies. Aujourd'hui, vous avez Google, Apple et Facebook, c'est 1500 milliards d'euros de capitalisation boursière. La recherche publique en France, c'est 8 milliards. C'est rien. C'est un grain de riz. Tout à l'heure, on va en manger, ils seront très bons. Mais c'est pas grand-chose. Et donc, nous faisons face à des puissances économiques, ces firmes multinationales, qui ont aujourd'hui la taille d'État, même de puissance majeure, et qui pèsent dans le débat public, qui pèsent dans la manière dont la société s'organise. Je prends un exemple très simple, vous en avez tous entendu parler. Uber, c'est une application qui se trouve dans les téléphones portables. Eh bien, Uber s'attaque au salariat. Uber casse le statut des salariés et les transforme en auto-entrepreneurs, auto-esclaves d'eux-mêmes, sans droit, sans rien. Et ça, c'est le code informatique
qui aujourd'hui génèrent la norme, la loi. Il y a un Américain qui s'appelle Lawrence Lessig, qui est avocat, qui a dit le code, maintenant, c'est la loi. Le code informatique, ça devient la loi. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Donc ça pose la question de la maîtrise citoyenne des technologies. Et on voit bien qu'on ne va pas pouvoir affronter cette question de la révolution informationnelle et des révolutions technologiques simplement en disant il faut encourager les PME à investir dans les nouvelles technologies, etc. Il y a des questions civilisationnelles qui sont devant nous, et même très graves. Quand Google pense l'homme augmenté, l'homme d'une certaine façon, Google pense aujourd'hui l'après-humain, ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire un homme qui pourrait vivre 150, 200 ans. Mais ça ne sera pas réservé pour nous tous, hein, parce qu'on ne peut pas vivre tous 150 ans, surtout quand on est 7 milliards sur Terre et que les ressources sont limitées. Donc vous voyez bien qu'on a là voilà, j'ai été trop long, mais on a devant nous des questions qui sont essentielles. Et 2017 peut être l'occasion de les affronter. Et donc la question qui est posée, c'est comment on fait. Probablement on a des approches différentes, mais si on veut avancer, il faudra bien qu'elles se rassemblent. Voilà, je vous remercie. Alors la parole est à qui veut la prendre. On a une grosse demi-heure devant nous avant d'attaquer la paella. Mais c'est l'apéro, vous pouvez aussi vous désaltérer. Hein. Et puis, je vous propose, voilà. Donc, si le premier veut pas prendre la parole, je passe directement la parole au deuxième. C'est un petit vieux qui prend la parole pour débloquer les choses. Mais ce que je voulais dire, c'est vrai que nous, il faut arriver à réfléchir comment l'avenir se présente. Parce qu'avec la numéralisation, hein, je pense que j'ai compris, c'est ça, va falloir avoir une autre pensée, une autre vision des choses. Moi, je ne suis pas politique, mais par rapport à la technique qui est arrivée à une époque dans les entreprises et tout ça qui sont arrivées, aujourd'hui, il arrive la numéralisation. Je veux dire que la science permet des possibilités de faire le travail que automatiquement les ouvriers ou les gens qui travaillent dessus, il y aura moins d'emplois et tout ça. Ce qui fait que cet argent-là, c'est pas quand même, comme tu le disais, c'est pas pour les gogoles ou je ne sais quoi là, hein, c'est pour l'être humain, hein, pour les êtres humains. C'est-à-dire on peut arriver à faire 30 heures, 32 heures, pourquoi pas, parce que si c'est des robots qui le font, si c'est la technique, quand vous suivez l'évolution des techniques où on va aller, mais on est d'accord avec tout ça, mais à une condition qu'elle soit faite pour tout le monde, pour que tout le monde puisse vivre, parce que l'être humain, le travail c'est important, le plaisir c'est important et c'est tout. Alors, hein? Oui. Alors, vous voyez, je dis mes réflexions comme ça, mais à près de 80 ans, eh ben, j'ai dit, faut qu'on réfléchisse comme ça. Hein. Nous, faut qu'on réfléchisse comme ça. C'est pas comme des personnes qui les citaient, ils gagnent des sommes phénoménales. À la télé, je sais pas, je ne regarde plus, mais c'est des gens bien. Il adopte des enfants, mais ils font travailler tous les ouvriers en Chine ou ailleurs pour rien. C'est tout ça, mais c'est pas simple. Mais on y arrivera. Hein. Et pour terminer, une chose qui m'a fait plaisir, regardez ce qui s'est passé le pays où il y avait les phares, là, la Colombie. La Colombie. Aujourd'hui, ils sont arrivés à travailler ensemble, hein, les phares et le pouvoir. Ce qui fait qu'en se battant, est-ce qu'on ne peut pas arriver à faire des choses comme ça?
il y a... Non, mais je pense qu'il y a une chose importante, c'est que faut pas mélanger, il faut pas non plus prendre prétexte à la technologie qui est importante. Hein. En même temps, chacun dans notre... que ce soit dans les foyers, que ce soit dans le domaine du loisir, culturel et tout. Mais le gros problème, c'est que la technologie sert de prétexte à encore plus d'exploitation. Et là, dans ce domaine-là, il y a un gros problème. C'est qu'en clair, cette technologie, au plutôt que de libérer l'homme, comme on pouvait le penser ou comme on pouvait le prétendre, c'est encore un prétexte, c'est encore plus d'exploitation. Et certains se font complices de ça. Des gens qu'on pouvait prétendre être de gauche sont tombés dans le piège et de dire on va participer, on va collaborer. Et il y a des collaborations de classe. Est-ce que la lutte de classe, avec cette argumentation de technologie de toujours plus, on tombe dedans, voilà. Il y a des gens qui sont véritablement complices. Je ne vais pas donner de nom. Voilà. On les connaît, ils sont reconnus. Voilà. Chacun doit pouvoir porter un jugement sur on défend l'intérêt commun, l'intérêt du plus grand nombre, ou alors on défend son petit intérêt en étant élu, etc., etc. Je vous rappelle, merci Pascal, je vous rappelle le thème du débat, c'est quelles sont les conditions pour que la gauche puisse réussir un changement l'année prochaine. Alors avant tout, c'est est-ce que la gauche peut réussir un changement l'année prochaine, et donc quelles sont les conditions, et on a besoin de votre avis pour essayer d'analyser. Alors à vous la parole. Oui, j'ai pris le micro. Non, moi, je voulais quand même revenir sur ce que disait Franck, mais si on regarde depuis très longtemps la lutte pour l'émancipation humaine, que ce soit quand on avait quand il y avait que la force entre guillemets animale et qu'on vivait l'esclavage, quand on a eu les premières machines et la révolution industrielle, ou aujourd'hui par rapport à la révolution dite informationnelle, je crois qu'on est avec les mêmes problématiques. C'est-à-dire, il y a un camp qui se satisfait, alors d'une façon ou d'une autre, qui se satisfait des rapports de force et des rapports sociaux qui existent, et il y a un camp qui souhaite une plus grande émancipation humaine et qui souhaite que chacun puisse être maître de son destin. Dans la période actuelle, depuis 2 siècles maintenant, s'il se transforme, on est quand même à combattre le capitalisme. Et je crois que c'est à gauche, y compris une ligne de partage, je ne vais pas dire de fracture, parce qu'il faut voir comment on peut rassembler au fur et à mesure et faire prendre conscience à ceux qui ont quand même un humanisme. Quand on parle du Parti socialiste, par exemple, il y a un humanisme, mais il n'y a pas l'envie de combattre la société, le type de société dans laquelle on vit. Moi, dans la nouvelle agglomération, je suis vice-président. Alors, vice-président, pourquoi? Parce qu'il y a une ville à direction communiste, Champs-sur-Marne, et que au jour d'aujourd'hui, ça s'est fait, chaque commune a délégué de ses représentants dans la gouvernance, pour prendre les gros mots, de la nouvelle agglomération. Ceci étant, on le voit bien au jour d'aujourd'hui, y compris à ce niveau-là, quand je les fréquente. La droite, on sait ce qu'elle est, on sait les intérêts qu'elle défend. Les élus socialistes, ils sont en permanence à avoir parfois un discours guerrier, on va le dire jusque-là. Et puis dès qu'il faut passer aux actes, il y a plus grand monde aux abonnés. On a beaucoup d'abonnés absents. Et je dirais quelque part, c'est là, me semble-t-il, que dans les échéances de l'année prochaine, on peut gagner à la fois... alors, sur les valeurs de transformation de la société, sur les valeurs d'émancipation des êtres humains, qu'on peut gagner, rassembler, à condition d'arriver effectivement à, je dirais, prendre au mot ceux qui ont des fois un vocabulaire guerrier, ceux dont l'ennemi était la finance, et qui, au bout du compte, dès qu'ils se trouvent devant l'obstacle, hésitent complètement et se trouvent très frileux. Mais ça veut dire, me semble-t-il,
qu'on soit en capacité d'avoir un élan de rassembler sur des propositions concrètes et qui fassent toucher au plus grand nombre qu'on peut changer leur vie et qui ne sont pas aliénés définitivement. Mais je rappelle que c'est des combats qui sont souvent de longue haleine. Et c'était les combats qu'on menait déjà avec le slogan L'humain d'abord, qui pour moi me convient toujours, et qui sont à mener au fil du temps et pas attendre mai ou juin 2017 pour entrer en campagne. Je pense qu'en campagne, on l'est en permanence, on l'est d'ores et déjà aujourd'hui. Voilà, juste pour... Bonjour. Vous avez faim, hein? Oui, mais un peu de patience, il faut que ça cuise, hein? Ça ne suit pas la tendance, là. Bon, moi je voulais dire, j'avais entendu des choses très intéressantes dans les médias. J'ai entendu que vous étiez des... Comment Gattaz, il vous a traité? Des voyous. Alors bonjour les voyous. Que vous étiez des casseurs. Alors bonjour les casseurs. Que vous étiez, il y en a qui disent des insoumis. Bonjour les insoumis. J'ai même entendu que, comme les pilotes en grève, vous étiez des déserteurs. Parce que j'ai entendu les pilotes désertent leur cockpit. Alors bonjour les déserteurs. Mais j'en ai entendu beaucoup des comme ça. Bon, ça s'appelle la lutte des classes et bon, c'est normal. Ils ont que ça, les chiens de garde, pas les petits chiens gentils, hein, les chiens de garde dans les médias pour se défendre. Moi, je crois qu'au fond, on est devant un tournant. Jusqu'à maintenant, on avait analysé la social-démocratie en disant c'est un balancier. Si nous, à gauche de la social-démocratie, on est plus fort, ça penchera à gauche. Si c'est la droite qui est plus fort, ça penchera à droite. Et avec l'idée que on va se renforcer, on va permettre à la social-démocratie de revenir à gauche. C'est terminé. Ce n'est plus la même époque. La social-démocratie ne peut pas revenir à gauche. Pour des raisons de fond. Des raisons de fond qui ont été exposées par les camarades qui ont parlé avant moi, mais qui ont été exposées publiquement par Hollande lorsqu'il a dit « je me couche devant Merkel ». Il l'a pas dit, mais il l'a fait. Par Papandréou qui a dit « je préfère perdre le pouvoir plutôt que de laisser les gens à ma gauche le prendre ». Par Zapatero qui a dit « je préfère perdre le pouvoir ». Hollande préfère perdre le pouvoir parce que l'objectif, ce n'est pas pour eux de garder le pouvoir. L'objectif, c'est de faire passer par tous les moyens, que ce soit par la social-démocratie ou par la droite, de faire passer ce qu'ils ont décidé au niveau européen. La loi travail, c'est la même loi en Belgique, c'est la même loi en Italie, c'est la même loi au Portugal. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est typiquement français. Par contre, ce qui est typiquement français, c'est la possibilité aujourd'hui de remettre en cause la loi travail. Et l'ancien secrétaire général de la CGT le disait, il disait, si on gagne en France, c'est tout le monde, pas seulement toute l'Europe, c'est tout le monde qui est derrière, qui fait grève par procuration avec les Français, ceux qui n'ont pas réussi à leur époque à vaincre leur propre loi travail. Les Portugais, les Espagnols, les Italiens, ils veulent qu'on gagne. Les travailleurs, hein, pas les dirigeants. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on continue à dire on arrivera au pouvoir? Quel pouvoir? Avec le PS et la social-démocratie, où on arrivera au pouvoir pour changer, c'est-à-dire sans eux, et je vais même dire contre eux. Pourquoi contre eux?
je ne le disais pas il y a 5 ans. Hein. Je ne le disais pas il y a 10 ans. Je pense que là, il y a une évolution qui est une évolution justement du social-libéralisme. Pourquoi contre eux? Parce que les deux seuls arguments qu'ils vont nous opposer, c'est Tina, comme disait la mère Thatcher, there is no alternative, avec l'accent, hein, il n'y a pas d'alternative, il n'y a qu'une seule politique valable, ça on l'entend, et on va l'entendre encore plus après le Brexit anglais, parce qu'ils veulent aller vers une Europe, non plus des nations, mais une Europe contre les nations. Sarkozy et Hollande sont d'accord pour signer un nouveau traité qui privera la nation française de tous ses droits. Ces droits, pour l'instant, ça avait été le droit de frapper monnaie, on l'a perdu. Le droit de voter un budget, on l'a perdu, on est sous tutelle. Hein. On est en train de perdre un petit peu le droit de notre langue, vu que l'anglais arrive directement. Hein. On est en train de perdre la démocratie. Donc, l'idée, c'est de priver les nations, et notamment la nation française, qui représente la révolution en Europe, de tous ses pouvoirs. Si on peut casser, s'ils peuvent casser la CGT et le Parti communiste en France, ils ont gagné sur toute l'Europe. C'est ça le problème. Il est là le bras de fer. C'est Saint-Just qui disait à une époque le bonheur est une idée neuve en Europe. C'est la Révolution française. Et tout ce qui se passe aujourd'hui autour de qu'est-ce qu'être français, est-ce que les racines de la France, c'est les cathédrales, les églises, blabla, et qu'on occulte la Révolution et qu'on occulte la Commune, ça fait partie du débat et ça fait partie de la lutte des classes. Je vais vite. Donc, pour moi, il faut dépasser, il faut arriver à un front populaire, mais un vrai. Et dans ce front populaire, il faut être devant. Et être devant, c'est pas seulement pour se faire plaisir. C'est pour dire que le vote utile, c'est le vote révolutionnaire. Le vote utile aujourd'hui, ce n'est pas le vote Hollande, même si ils vont essayer de le mettre en avant. Le vote utile, c'est pas celui qui dit c'est nous ou c'est les autres qui sont encore plus méchants. La théorie du moindre mal. Parce que la théorie du moindre mal, c'est j'ai la clé, j'en trouve la porte et je laisse aux autres filer un grand coup de pied pour qu'elle soit grande ouverte. C'est ça la théorie du moindre mal. C'est-à-dire, on le voit sur la loi travail, ils ont ouvert la porte, le Sénat à droite s'est engouffré dans la porte et a fait une loi beaucoup plus dure. Si la droite arrive au pouvoir demain, par ordonnance, ils veulent faire passer une loi beaucoup plus dure. Mais parce que la porte a été entrouverte. Donc nous, on va refermer cette porte. Et on va la refermer ensemble. Merci. Je vais peut-être dire un mot. Il y a pas très longtemps, c'est pour compléter un peu ce qu'a dit Jean-Bernard, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une élection départementale dans la Sarthe où le Front de gauche est arrivé devant le Parti socialiste face à la droite. Et au deuxième tour, le Parti socialiste, il a décidé de se maintenir. Et si cette décision, qui est une décision politique, avec toute son importance, si cette décision a été prise, c'est pour contrer le Front de gauche et pour faire passer la droite. Donc, comme moi, vous avez tous ce sentiment d'avoir été trahis à la dernière élection présidentielle, parce que les engagements de la campagne de François Hollande, c'était pas du tout le programme qu'il a appliqué depuis ce moment-là. La loi travail, c'est qu'un aboutissement, parce qu'avant cette loi travail, il y a eu, je vous le rappelle, la loi Rebsamen, il y a eu la loi Macron, et là, on finit de hacher le code du travail qui existait en France et qui est la sauvegarde et la plus importante. Alors on entend
tout un tas de gens à la télévision, des économistes qui disent « mais ils racontent n'importe quoi, il n'y a pas d'inversion de la hiérarchie des normes ». Mais il faudrait faire des cours de droit. Moi, j'en ai fait, donc je sais de quoi on parle. Et s'il y a une inversion, parce que demain, il faut savoir que dans 75% des entreprises, il n'y a pas de syndicat. Donc, qui c'est qui va signer des accords? C'est le personnel. L'employeur, il va venir avec son petit carnet, il va venir vous trouver un par un. Et il va dire, tu signes ou je te vire? Eh bien, le gars, il va signer. Et le deuxième et le troisième, et une fois qu'il aura 51% de son personnel qui aura signé, il va pouvoir non seulement modifier les conditions d'application de la convention collective, mais les conditions d'application de la loi, donc du Code du travail s'il reste quelque chose, et aussi, et alors là c'est le summum, votre contrat de travail. Vous avez signé un contrat de travail avec un employeur, et par un accord d'entreprise, alors il a dû durée déterminée, 4 ou 5 ans, mais on va vous modifier votre contrat de travail, on va vous modifier votre salaire, on va vous modifier vos horaires, on va tout vous modifier. Et ça, c'est vraiment un massacre. Alors, cette trahison, bon, c'est pas trop étonnant quand on sait que la plupart des hommes politiques qui sont arrivés à ce niveau-là, ils ont fait les mêmes écoles. Ils ont des copinages, que ça soit tous ceux de l'ENA, ils se pistonnent entre eux, qu'ils soient de droite ou au PS. C'est pareil pour Polytechnique. Puis bon, on va pas charger les francs-maçons, mais tous ces cercles de parole, ils sont pas pour rien dans l'histoire. Et donc moi, je voudrais dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de faire changer les choses l'année prochaine? C'est sûr, on est mal barré. C'est sûr qu'il y a de la, on est tous désabusés, on est tous découragés. Mais si jamais on arrive à remettre en cause cette loi travail, c'est remettre en cause toutes les décisions qu'a prises ce gouvernement depuis qu'il est élu. Et c'est aussi remettre en cause les velléités de la droite que dénonçait Jean-Bernard tout à l'heure. Donc il faut un petit peu se remonter le moral. Et puis on est là pour ça aujourd'hui, je pense. Et puis faire le nécessaire pour les mettre en échec. Il y a beaucoup de socialistes qui ont compris maintenant que les idées qu'ils défendaient, ce n'étaient pas celles qui sont défendues par l'élite politique de leur parti. Et c'est pour ça qu'il y a des frondeurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'osent pas le dire encore. Mais il faut les pousser pour qu'ils arrivent à faire basculer les choses. Il y avait un socialiste dans la salle, on va lui donner la parole parce que c'est la démocratie. Oui, bonjour à tous. Je ne vais pas bien sûr vous parler du Parti Socialiste du tout. Moi je vais me mettre sur un autre plan, même si ça a été évoqué. Moi aujourd'hui je n'ai qu'un ennemi. Mon ennemi c'est la droite. C'est la droite avec tout ce qu'elle nous promet au Sénat. Alors c'est vrai que ça a été dit, ça peut paraître à l'ancier, je pense que si on laisse parler les sénateurs alors qu'on n'a pas laissé parler les parlementaires à l'Assemblée nationale, c'est bien pour qu'ils exposent leur programme et pour montrer qu'il y a pire. Donc moi je dis, alors c'est un raisonnement que je tiens ailleurs, on me prend pour un fou de toute façon, parce que si on m'a traité de provocateur ici, on me traite de provocateur ailleurs aussi. Je voudrais dire que pour moi, si la gauche, même si les idées, pour vous, je sais que le Parti Socialiste n'est pas un parti de gauche, si on veut que la droite n'arrive pas au pouvoir, pour moi il y avait une seule condition et qui n'est pas remplie aujourd'hui. C'est pas en ajoutant des petits morceaux de 5 ou 10% qu'on pourra faire échec à la droite. Et moi j'ai un regret. J'ai un regret. C'est que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas accepté de participer à une primaire. Non. Écoutez jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que si je lis les sondages, un sondage n'est qu'un sondage. Jean-Luc Mélenchon est à 15% dans les sondages. François Hollande, s'il est candidat, parce que ce n'est pas encore sûr, c'est pas encore sûr, candidat pas à la primaire, candidat à la présidentielle, parce que les gens votent quand même. Je veux dire, donc si un candidat socialiste, ouvert, se présente face à Mélenchon, moi je me dis c'est pas sûr que Mélenchon ne gagne pas cette primaire.
Et s'il avait gagné cette primaire, il serait le seul candidat de gauche. Et je pense qu'au niveau des valeurs... Écoutez, c'est votre avis, je vous donne le mien. Voilà. Moi, c'est mon analyse personnelle. Je ne viens pas ici en tant que membre du Parti Socialiste. Je ne suis pas mandaté pour ça. Je viens à titre amical. Parce que je considère que l'union, c'est ce qu'il y a de plus important. L'union. Et donc, je me dis que s'il avait eu l'idée, même s'il a d'un revers de main jeté cette idée, je pense qu'il pouvait gagner ces primaires de la gauche, même si pour vous, les élections ne sont pas à gauche, mais cette primaire populaire. Et s'il avait gagné, il éliminait le candidat socialiste. Et par là même, il avait des chances, des possibilités d'être au deuxième tour des élections présidentielles. Surtout si c'est Sarkozy en face. Parce qu'il est malin, il n'est pas encore battu. Et dans ce cas-là, on aurait un candidat qui serait le plus près possible de vos revendications, de ce que j'ai entendu sur les lois El Khomri, ce qui est fait des reculs sur les avantages des classes que nous sommes censés défendre tous ensemble. Face à ce patronat, je pense que c'était la seule possibilité. Parce que si demain, il y a deux candidats, un candidat, je dirais, de gauche modérée, quoique là, je pense que même pour Hollande, s'il se présente, et je n'en suis pas sûr, je ne suis pas certain qu'il puisse battre un autre candidat en face de lui aux primaires. Montebourg peut peut-être le battre, regardez les derniers chiffres. Donc je le dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une primaire totalement large, qui aurait peut-être permis, effectivement, aux forces progressistes, aux idées que nous défendons, pour la plupart, bon, c'est pas un secret, vous doutez que je suis là, je ne suis pas dans la motion Hollande au Parti Socialiste, sans trahir de secret. Donc je pense que sans cette union, sans cette seule possibilité pour moi, je crains malheureusement, que comme on l'a vécu dans notre circonscription, dans notre département, on ait aujourd'hui des reculs. Voir la loi, ce que fait Pécresse sur le transport, ce que fait le département sur les transports, ce qui est fait sur toutes les avancées sociales. On mettra en avant que la sécurité. Et je crains que par rapport à la sécurité, on voit quand même ce qui s'est passé en Angleterre. Les gens, pourquoi ils ont voté? Ils ont voté contre les immigrés. Contre les immigrés. Et il y en a qui savent que je défends ce combat pour les sans-papiers. Donc je veux dire que je pense qu'il y a un problème par rapport à ces élections. J'ai entendu peut-être des fois un regret, une crainte. Il n'y a effectivement que dans l'union, sur des choses communes, sur des idées communes, je comprends votre déception éventuelle par rapport à ce gouvernement, mais je crains que les conditions que l'on fait en préparation de 2017 ne permettent pas, hélas, d'éliminer la droite, et encore plus l'extrême droite, des élections présidentielles. Voilà la seule chose que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne fête, bien sûr, mes chers camarades. Bon, je me permets de prendre la parole. Il y a un élément, moi, qui me gêne dès le départ. C'est un petit peu un acte méprisant de parler de pourcentage, de dire, bon, en fin de compte, l'accumulation des petits pourcentages, il n'y a pas de petits pourcentages. Tu m'excuseras, mais de toute façon, on le sait très bien depuis dès le départ, la politique du Parti Socialiste et les démarches du Parti Socialiste n'ont été faites que d'accumuler le potentiel de gauche avec des petits pourcentages, et voilà, et on arrive à passer. Ne cherche pas d'autres alternatives, ne cherche pas d'autres issues pour dire, en termes de trahison, en argumentation. Vous portez, le Parti Socialiste portant lui-même, les racines même, vous avez porté un candidat à Hollande, vous assumez pleinement la responsabilité de l'échec, oui, de la gauche que nous on a mis que l'on a mis en place, qu'on a participé à mettre en place. Voilà. Qui a trahi? C'est pas le peuple. C'est les candidats du Parti Socialiste. Qu'on les prenne les uns après les autres. On y est pour rien. Voilà. C'est ce qu'on appelle une lutte des classes. Maintenant, chacun s'y retrouve. Chacun y trouve son... tu peux, moi, bon, je comprends en même temps, tu sais ta façon de présenter les choses et de dire, voilà, je me présente en tant que patati patala. Mais dans certains mouvements au niveau local ou autre, faut être un acteur. J'ai eu, moi, nous avons eu
des exemples multiples où le Parti socialiste n'a pas tenu sa place en tant que en tant que pour défendre les intérêts du plus grand nombre. C'est tout ce que je vois. Moi, tu sais, je suis pas un grand politicien. Je n'ai peut-être pas la même faculté de parler de toi. J'ai même pas la même facilité de toi d'intervenir dans des milieux. Voilà. Mais c'est. Je pense que vous êtes égal à vous-même. Voilà, c'est tout. Vous représentez pour moi, je vais te le dire sincèrement, vous nous avez trahis. Vous nous avez trahis. Et j'aurais du mal, mais que toi ou un autre, parce que, bon, on se connaît. Enfin, toi, tu me connais pas. De toute façon, voilà. Et puis, en plus, j'en ai rien à foutre. Et j'ai. Oui, le sujet, c'est à quelles conditions la gauche peut-elle enfin réussir le changement? C'est simple, plus jamais d'alliance avec le Parti socialiste. C'est, pour moi, en ce qui me concerne, la seule condition de réussite. On m'entend ou pas, là? Non, on m'entend rien? Si, on m'entend, là? Ok. Il suffit juste de regarder les 6 derniers mois. Moi, je voudrais remonter sur ce qui s'est passé avec l'état d'urgence. Le vote pour l'état d'urgence et la restriction de toutes les libertés individuelles. Je crois qu'on n'aurait jamais imaginé ça dans ce pays. Ça a commencé avec les musulmans, les perquisitions complètement arbitraires, les militants écolos, les syndicalistes. Maintenant, on arrête les gens avant même qu'ils arrivent en manif. On en est à plus de 250 comparutions immédiates des jeunes étudiants qui sont en prison, alors que c'était leur première manifestation. On a vu des CRS débarquer dans les AG d'étudiants. On n'a jamais vu ça depuis des années, même sous Sarkozy. Même Sarkozy n'avait pas osé faire ce qu'on voit aujourd'hui. Valls a écrit, durant l'état d'urgence en décembre dernier, à la Cour européenne des droits de l'homme, en demandant une dérogation sur les droits de l'homme, en disant on va y déroger. On marche sur la tête. Donc moi, j'ai qu'un seul message. C'est une reconstruction de la gauche dans ce pays, c'est sans le Parti socialiste. Et pour ce qui me concerne, PC ou PG, moi je ne suis pas encartée, mais ils ont fait de moi une opposante à vie. J'œuvrerai pour la désintégration du Parti socialiste. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Oui, moi je crois que pour moi, ce qui se passe en ce moment, c'est le mouvement contre la loi El Khomri. Et j'ai côtoyé dans les manifs, dans ma corporation cheminote, des gens qui sont de tous bords. Aussi bien des gens qui sont socialistes, ou qui étaient socialistes, ou qui sont toujours sympathisants socialistes, des gens qui sont communistes, des gens qui sont écolos, et qui sont aujourd'hui en lutte contre la loi El Khomri, et qui sont contre, dans mon entreprise, ils se battent depuis 2 ans contre la privatisation de leur entreprise de service public, la SNCF, que vous connaissez tous. Donc pour moi, c'est cela l'espoir, et je pense qu'aujourd'hui, cet espoir, il est porteur d'une potentialité réelle de rassemblement sur des intentions, des besoins essentiels qui sont ceux que nous partageons tous. Et que sur cette base-là, eh bien, je pense, contrairement à ce que j'ai entendu quelque part, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir puisqu'aujourd'hui, malgré toutes les tentatives du pouvoir en place de nous assimiler à des casseurs ou à s'utiliser les casseurs, utiliser la CGT comme les staliniens de base qui menaceraient la démocratie, bien sûr. Donc, malgré tout cela, eh bien, aujourd'hui, l'opinion majoritaire dans ce pays est porteuse d'autre chose. Et je pense que c'est cela qui est important de débattre avec les gens autour de nous, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur sympathie, parce que je pense que majoritairement, ils partagent ce qui aujourd'hui est en débat dans le pays, c'est-à-dire le progrès social, l'arrêt de la casse des services publics, l'arrêt de la mise en cause de la démocratie et l'arrêt de l'avancée du Front National et du retour de la droite. Je crois que tout cela
est un tissu commun qui est porteur d'une possibilité politique d'empêcher justement ce qui nous menace. Et je crois que chacun d'ici peut mesurer et mesure tout ce qui s'est passé depuis 5 ans. Et je pense que de ce point de vue-là, en tant que cheminot, il ne m'est pas possible de penser que je laisserai toutes les possibilités, toutes les potentialités de rassemblement pour empêcher justement la cause de mon entreprise. Parce que si je ne le fais pas, dans les 5 ans qui viennent, c'est la droite et l'extrême droite qui s'en chargeront. Et des camarades ont eu la raison de préciser que, d'une certaine manière, ce qui va se procéder dans les mois qui viennent, c'est que le candidat Hollande ou son remplaçant, ceux qui sont les sociaux-libéraux de service, vont se présenter comme le moindre mal. Et si nous ne parvenons pas à rassembler sur des objectifs clairs, eh bien ce seront eux encore qui tiendront le haut du pavé pendant 5 ans. Et je pense que dans notre pays, dans nos entreprises, que cela serait dramatique. Cela n'est pour moi inenvisageable. Et je le dis fortement, je le dis en tant que cheminot, mais je le dis aussi en tant que retraité. Je crois qu'aujourd'hui, laisser faire et ne pas utiliser tous les rassemblements possibles, qu'ils soient fragiles, qu'ils soient insatisfaisants de notre point de vue, de mon point de vue de communiste, en tant qu'objectif global, c'est une chose. Mais aujourd'hui, laisser le champ libre à la droite et à l'extrême droite, ce serait l'irresponsabilité totale et la destruction pour des années du rapport de force aujourd'hui potentiellement possible. Donc je crois que tous ceux que j'ai côtoyés, moi aujourd'hui, dans les luttes permanentes, dans les grèves, dans les manifestations, eh bien ils ne laisseront pas faire cela. Et en tout cas, j'y travaillerai. Et je pense que c'est notre espoir. Nous avons tout lieu d'y croire. Bien, on va être peut-être obligé d'interrompre ce débat, de ne pas l'arrêter. Non. Le fond du problème, il n'est pas politicien, il est politique, tout à fait différent. Ce n'est pas le nombre de votants pour un tel ou un tel qui compte. C'est de savoir si aujourd'hui on peut continuer à aménager le capitalisme ou s'il faut le combattre. Et c'est ce thème, le thème notamment d'une autre possibilité pour une nouvelle loi travail, le thème du salaire à vie pour les salariés, le thème de la flexi-sécurité qui sera abordé par Bernard Friot à 14h30. Alors moi je vous demande, si vous voulez bien, de manger, surtout de rester, parce que Bernard Friot, c'est quelqu'un qu'on n'entend pas tous les jours, et surtout pas à la télé. C'est vrai qu'il y a un match de foot, mais on peut l'enregistrer, alors que Bernard Friot, on ne peut pas l'enregistrer. Alors à tous, bon appétit.